Mesdames et messieurs, vous suivez Congo Best Télévision. Merci de votre fidélité. Voici les titres du journal. Ça fait débat dans les rues de Kinshasa. 24 heures après la tripartite de Luanda, les avis des Congolais sont partagés. Pour les uns, le chef de l'État a obtenu gain de cause avec la feuille de route qui exige le départ immédiat du M23. Les autres, par contre, estiment que la RDC ne peut plus faire confiance au Rwanda. Entre-temps, Thomas Dakin, cadre de la société civile du Nord Kivu, parle de la réussite et la diplomatie congolaise. Vous l'entendrez dans ce journal. Entre-temps, les insurgés du M23 rejettent en bloc l'appel de la désescalade lancé mercredi à Luanda par Félix Tshisekedi. Paul Kagame, Joao Lourenço, son porte-parole Willy Ngoma, indique que le M23 n'est pas concerné par les cessez-le-feu décidés en Angola. Enfin, dégradation de la route de l'université dans la cité des anciens combattants. Dans la commune d'Engaliema, la population lance un SOS aux décideurs sur l'état de délabrement de cette route secondaire. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Le sommet de Luanda s'est achevé mercredi par un point de presse des trois présidents, Félix Tshisekedi et Paul Kagame et Joao Lourenço. Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont convenu du cessez-le-feu dans l'Est de la République démocratique du Congo. La décision a été annoncée par le président angolais Joao Lourenço à la fin du sommet tripartite qui visait à régler le conflit armé dans l'Est de la République démocratique du Congo. La tripartite a décidé également d'un processus de désescalade entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et puis, ça fait débat dans la rue de Kinshasa, 24 heures après la tripartite de Luanda. Les avis des Congolais sont partagés. Pour les uns, Félix Tshisekedi a obtenu gain de cause avec la feuille de route qui exige le départ immédiat du M23. Les autres, par contre, estiment que la République démocratique du Congo ne peut plus faire confiance au Rwanda. Le reportage de Naomi Mpila. Une rencontre historique qui ne cesse de susciter de réactions au sein de l'opinion tant nationale qu'internationale. Dans le rue de Kinshasa, les avis sont partagés. Pour les uns, le chef de l'État a obtenu gain de cause avec la feuille de route qui exige le départ immédiat de M23 dans le sol congolais. Vous avez suivi hier, le président Kagame a accepté le cessez-le-feu, le retrait immédiat des troupes de M23 dans le sol congolais. Ça veut dire que c'est un succès diplomatique émanant du chef de l'État. Alors, on ne peut qu'avoir un sentiment de satisfaction. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont claironné de gauche à droite, disant que Tshisekedi multiplie des voyages, des diplomaties. Aujourd'hui, ces voyages et diplomaties ont payé. La conclusion de ces travaux, la conclusion a demandé dans l'immédiat la cessation des hostilités. Aujourd'hui, la diplomatie Tshisekedi a payé. On peut être aveugle, mais sincèrement, on peut être aveugle, on peut souffrir d'astigmatisme et accompagné même de la myopie, mais la réalité est-elle là? Les autres, par contre, pensent que ce sommet de Luanda ne servira à rien. La RDC ne peut plus faire confiance au Rwanda de Paul Kagame. Nous l'avons suivi, mais quitter le sol congolais pour le M23 nécessite une force de frappe. Les paroles seules ne suffisent pas. Le Rwanda doit quitter la RDC de gré ou de force. Nous avons totalement confiance au chef de l'État. Il se bat pour rétablir la paix à l'est de la RDC. Nous lui demandons d'être vigilants, plus accepter la négociation si Paul Kagame ne respecte pas les conclusions de la tripartite de Luanda. Signalons qu'à l'issue de la tripartite de ce mercredi à Luanda, les deux chefs d'État sous la médiation de Joao Lourenço prévoient un cessez-le-feu et le retrait immédiat sans condition du sol congolais du M23 et de ses positions. Et la société civile du Nord Kivu n'est pas restée silencieuse après la tripartite de Luanda. Thomas Dakin, cadre de cette structure citoyenne, félicite le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour avoir contraint Paul Kagame à reconnaître son soutien aux rebelles du M23. Pour lui, c'est une réussite de la diplomatie congolaise. Il a été joint au téléphone par Krioni et Kibungu.
Tant que nous sommes dans cette guerre entre le Rwanda et la RDC, les uns croient que c'est aujourd'hui que ça commence, mais ça fait très longtemps que nous avons été malmenés par le Rwanda. Le Rwanda n'a jamais accepté. Il y a eu la guerre de Kisangani, il y a eu tout ce qu'il y a eu avec la guerre dite de libération. Et jusqu'aujourd'hui, toutes les différentes rébellions qui se sont succédées, le RCD, le CNDP, le M23, c'était des actions rwandaises qui se commettaient et les gens ne comprenaient pas. Mais pour aujourd'hui, le Rwanda vient de faire un aveu devant la face du monde pour dire que le M23, c'est le Rwanda. Et ça, c'est un succès dans la diplomatie du chef de l'État, il faut le reconnaître. Est-ce que les accords qui ont été signés nous convainquent? Nous n'avons pas besoin d'être convaincus, mais nous avons besoin de comprendre que le Rwanda reconnaît que c'est lui qui a agressé, qui a toujours mis à mal la République démocratique du Congo et que le M23 n'existe pas, mais il existe le Rwanda, l'agression rwandaise. Ça, c'est un élément important que les gens doivent reconnaître. Et à mon avis, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure pour dire que nous devons construire maintenant une armée forte, une armée avec plus ou moins 3 millions de jeunes qu'on peut récupérer parmi les volontaires qui sont au sein des institutions académiques et des institutions scolaires. Donc les finalistes des humanités peuvent être formés. De leur côté, les insurgés du M23 rejettent en bloc l'appel des désescalades lancé mercredi à Luanda par Félix Tshisekedi et Paul Kagame et Joao Lourenço. Dans une interview accordée ce jeudi à l'agence France Presse, le porte-parole de ce mouvement terroriste, Willy Ngoma, indique que les M23 n'est pas concerné par les cessez-le-feu décidés en Angola, car ils ne sont ni rwandais ni angolais. Sur place au Nord Kivu, les combats ont repris ce jeudi entre le rebelle du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Des explications avec Krioni Kibongo. Le processus de désescalade entre la RDC et le Rwanda est désormais lancé. Au cours de la tripartite qui s'est tenue le mercredi à Luanda, la capitale angolaise, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue rwandais Paul Kagame ont pris l'engagement de maintenir le dialogue pour mettre un terme aux différends qui les opposent. La rencontre s'est terminée par l'établissement d'une feuille de route sur la relance de la commission mixte RDC-Rwanda. Prenant la parole lors de la conférence de presse consacrée à la tripartite de Luanda, sous la médiation du président angolais Joao Lourenço, le chef de l'État Félix Tshisekedi a déclaré haut et fort qu'il est déterminé à mettre fin à l'insécurité qui s'observe dans la partie est de son pays. En mon pouvoir pour faire avancer la situation, sortir mes compatriotes de cet enfer qui dure déjà depuis une vingtaine d'années, lequel enfer a été encore aggravé par cette situation regrettable du M23, un groupe armé qui pourtant était déjà en discussion avec nous à Nairobi, mais dont le comportement est totalement inexplicable, car je ne peux pas comprendre que des gens qui ont une revendication et dont l'interlocuteur est à disposition pour écouter leurs revendications, puissent à nouveau reprendre des armes, comme pour exercer une sorte de chantage ou de pression. Donc j'espère vraiment et j'attends de ce processus qu'il apporte le cessez-le-feu immédiat et le retrait de ce groupe du M23, en attendant évidemment que l'on mette en marche la feuille de route qui amènera un processus de paix, de stabilité et de confiance. La feuille de route de Luanda stipule notamment une volonté de normalisation de relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali. Elle prévoit aussi la cessation immédiate des hostilités ainsi que le retrait immédiat et sans condition du M23 de ses positions en RDC.
Cette feuille de route de Luanda prévoit également le retour dans leur pays d'origine des réfugiés. S'agissant de l'exploitation de ressources naturelles, le plan d'action recommande que cela se fasse dans le strict respect de la souveraineté de deux États. Le cessez-le-feu annoncé à Luanda n'engage pas le M23, a déclaré ce jeudi le porte-parole du mouvement rebelle. Nous sommes des Congolais, pas des Rwandais. S'il y a un cessez-le-feu, cela peut être contre nous. Et le gouvernement congolais a indiqué Willy Ngoma, porte-parole du M23. Selon des sources concordantes, des nouveaux affrontements ont opposé ce jeudi matin les forces armées de la RDC aux rebelles du M23 qui se sont emparés d'une localité du territoire de Rutshuru, une information confirmée par la société civile locale. Les atrocités par toujours M23 ont repris. Ce matin, ils ont repris Rwangouba. Et hélas, le FARDC a vraiment défendu la nation. Et tout à l'heure aussi, le M23 continue toujours des atrocités vers Rumangabo, à haut de Rumangabo. Ça continue toujours, mais le FARDC est en train toujours de défendre. Et donc, les déplacés sont visibles ici depuis le matin. Les déplacés venus toujours de Kabaya et d'autres venus de Kisigari sont vraiment en route à masse. C'est ça donc l'actualité de ce soir. Pour rappel, le président Félix Tshisekedi a déclaré de ne pas exclure la possibilité d'entrer en guerre avec Kigali si Paul Kagame continue de soutenir les terroristes du M23. Entre-temps, environ 1000 déplacés des guerres vivent dans des conditions précaires à Rutshuru Centre sous le regard inactif des autorités compétentes, une situation que déplore la société civile des sites partis et du territoire national. Suivez ce reportage signé Esther Pinda. Suite aux affrontements entre les FARDC et les M23, plusieurs Congolais vivant à l'est du pays ont fui leur village dans les territoires de Rutshuru pour les localités plus stables. Cependant, leur prise en charge pose problème. Logement, alimentation, soins de santé, devenu une véritable casse-tête. D'après la société civile du coin, environ 1000 citoyens logés dans les sites de fortune érigés pour les déplacés sont en attente d'une intervention humanitaire. De son côté, Maître Omar Kavota, coordonnateur du Centre d'études pour la promotion de la paix, de la démocratie et du droit de l'homme, estime que les aides humanitaires sont d'ores et déjà mobilisées, mais décidément leur présence tarde à venir sur le lieu. Il s'observe que l'assistance n'est pas réellement donnée à ces déplacés. Ceux qui sont aujourd'hui observés à Kiwanja ou à Rutshuru Centre, en tout cas, ils ne sont pas assistés. Ceux qui sont à Kanyaruchinya, territoire de Nyiragongo, reçoivent quelque chose de la part des organisations humanitaires, mais pas assez. La plupart sont aujourd'hui dans les besoins en termes d'abri, en termes de rations alimentaires et autres produits de première nécessité. Les malades ne sont pas pris à charge. Et nous sommes en train de craindre qu'on puisse observer des morts parmi ces déplacés. Nous estimons que c'est le gouvernement congolais qui est le premier à apporter de l'aide pour ces populations en détresse. Cependant, comme tout gouvernement travaille avec des organisations et des États amis, nous disons que tous les partenaires humanitaires devaient aussi se mobiliser pour cette cause. Signalons que le constat était fait dans la cité Kwanja et les déplacés sont logés, entre autres, au stade Tata Mwami, dans les écoles de Rubero et Alemera. Retour à Kinshasa, l'intersyndicat du Congo était en assemblée générale ce jeudi dans la salle polyvalente du Centre des handicapés pour discuter sur la marche de soutien au FARDC qu'il compte organiser le jeudi 13 juillet prochain. Témoin de l'événement, Jancy Rachidi.
Ils seront dans les rues de Kinshasa ce mercredi 13 juillet dans une marche de soutien au FARDC. Eux, ce sont des différentes structures syndicales réunies dans la coordination intersyndicale du Congo. C'est dans cette optique que le bureau de l'intersyndicat du Congo a organisé une assemblée générale pour discuter sur la question de l'heure, mais également pour passer en revue les différentes sujections. Après la présentation de chaque membre qui compose le bureau et l'exposé du secrétaire général sur les buts de cette marche et quelques propositions visant la réussite de la dite marche, l'heure était aux suggestions de chaque membre, notamment sur la date exacte de la tenue de la marche de soutien au FARDC. Après débat, tous se sont mis d'accord sur la date du 13 juillet. Le secrétaire général de l'intersyndicat du Congo, Jean-Paul Akonda, revient sur l'importance de cette assemblée générale. L'intersyndicale a convoqué cette assemblée générale de syndicats, de délégués syndicaux, de permanents, de manière à ce que nous puissions dire non à la guerre d'agression dont est victime la RDC par les M23 sous couvert du Rwanda. Nous avons également convoqué cette assemblée générale pour traduire notre solidarité à tous les camarades travailleurs, à tous nos frères et sœurs qui sont en train d'être tués au niveau de l'Est. Il s'y est de signaler que la marche partira de la gare centrale en passant par les Nations Unies pour chuter à l'ambassade de Belgique. Nous n'avons pas voulu également... Et au sortir de l'Assemblée générale de l'intersyndicale du Congo, certains membres sont revenus sur l'importance de la marche du 13 juillet. Ils sont au micro une fois de plus de Jancy Rachidi. Regardez. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont l'émanation du peuple congolais. Et donc, lorsqu'ils sont sur terrain des opérations, le peuple congolais ne peut que soutenir son émanation. Mais ici, c'est une branche importante du peuple congolais, c'est-à-dire le monde du travail, les producteurs. Et les militaires, les policiers et tous les amis des forces de sécurité et de défense sont également des producteurs, sont des travailleurs. Voilà pourquoi les travailleurs, d'abord je dis en tant que peuple, l'émanation, et ensuite en tant que travailleurs, comme eux ils ne sont pas syndiqués, c'est à nous de parler en leur compte. Je suis déjà délégué syndical, donc élu des travailleurs. Ça démontre l'intérêt que je dois porter pour les initiatives comme celle-là. Et comme vous savez, l'intersyndicale rassemble une grande partie des organisations syndicales de notre pays. Et devant les situations que nous connaissons, l'agression de notre pays à l'est, côté de l'est de notre pays, demande à ce que toutes les forces vives de la nation puissent se rassembler pour apporter leur soutien et au gouvernement de la République et à nos forces armées qui sont au front de bataille. C'est donc le sens de la marche que nous allons organiser dans quelques jours. La date sera très bientôt arrêtée par l'Assemblée générale qui ne s'est pas encore clôturée. Mais l'idée ici, c'est d'apporter notre soutien au gouvernement de la République, au commandant suprême, mais aussi à nos forces armées qui sont en train de donner de leur vie pour que notre intégrité territoriale soit préservée. Et tout à fait autre chose à présent, paiement des créances étatiques dues à la Régie des eaux et à la SNEL. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde salue les recommandations formulées par la commission mixte chargée des réformes du mode de gestion des consommations d'eau et d'électricité par les instances officielles. Le but du gouvernement est justement de réglementer la prise en charge par l'État des consommations d'eau et d'électricité. Et Deborah Wamba signe ce reportage. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a procédé le mercredi 6 juillet au ministère du Portefeuille à la clôture officielle des travaux de la 4e phase de la commission technique mixte chargée de la réforme du mode de gestion des consommations d'eau et d'électricité des instances officielles et en droit.
Ces travaux qui ont réuni les délégués de la présidence de la République, de la primature, des ministères du budget, des finances, du portefeuille et des ressources hydrauliques, sans oublier ceux du Conseil supérieur du portefeuille, ont abouti à des recommandations pertinentes devant conduire au paiement des créances étatiques dues aux deux entreprises du portefeuille de l'État, à savoir la Régie des eaux et la SNEL. Clôturant officiellement les travaux, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a d'entrée des jeux félicité la ministre d'État en charge du portefeuille ainsi que tous les membres de la commission pour le travail de qualité abattu avant de saluer la pertinence des recommandations formulées par cette commission technique mixte. Je voudrais mentionner que c'est avec plaisir que j'ai répondu à l'invitation de Madame la ministre d'État, ministre du portefeuille, pour clôturer officiellement la 4e phase des travaux. Bien avant l'allocution des clôtures du chef du gouvernement, la ministre d'État, ministre du portefeuille, Adel Kaïnda, a dans son mot des circonstances noté avec satisfaction la nécessité et l'urgence de la signature de l'arrêté ministériel devant déterminer les critères d'éligibilité à la prise en charge par le Trésor public des consommations d'eau et d'électricité. En cet heureux événement de ce jour, je me dois de saluer particulièrement la franche collaboration entretenue avec mon collègue, Son Excellence, Monsieur le ministre d'État en charge du budget, pour son implication personnelle dans la concrétisation de cette phase de travaux de la commission technique mixte, en dépêchant une forte délégation de plus proches collaborateurs. Signalant que cet arrêté interministériel aura comme spécificité la suppression pure et simple de la notion d'ayant droit, le paiement par les bénéficiaires des logements à charge du Trésor public, des factures de leur consommation d'eau et d'électricité, la non prise en charge par les Trésors publics des consommations d'eau et d'électricité, des édifices abritant les institutions politiques, les services publics et établissements publics relevant des provinces et des entités territoriales décentralisées. Dans un autre registre, incendie de la maison communale de Wangata dans la ville de Mbandaka en province de l'Équateur. Le bourgmestre de cette entité lance un SOS en l'endroit des autorités compétentes, Mikalu Ngango, dont la maison communale avait été incendiée à la suite des manifestations des étudiants de l'ISTEM Mbandaka. N'arrive plus à asseoir son administration, surtout dans une ville où les indicateurs sécuritaires sont au rouge. Des précisions dans ce dossier signé Bienvenue Yahi. Ces bâtiments administratifs, apparemment vieux, logés à ces jours dans les herbes, est la maison communale de Wangata, une des communes qui compte la ville de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Les étudiants de l'ISTEM Mbandaka en colère manifestaient au mois de mars dernier contre la majoration des frais académiques durant leur marche scandaleuse en prêtant l'avenir Révolution IPECO pour solliciter les concours de leurs collègues de l'ISP qui étaient différents de leurs et continueront les trajets pour rejoindre ceux de l'UNIMBA qui n'ont pas facilement cédé du fait de se trouver déjà dans l'enclos en pleine séance des cours. Ils seront menacés par les jets de projectiles. Ne pouvant laisser en veilleuse un pareil climat, les policiers du CIET Wangata, sous la conduite de leur commandant, essaieront d'intervenir avec des tirs de sommation. Un étudiant de l'ISTEM, Fassi Kombe, un officier de la PNC également. En contre-offensive, les étudiants qui manifestaient ont incendié le bureau communal en mettant le feu au plafond. C'est depuis 4 mois que la maison communale de Wangata avait pris feu par un groupe des étudiants, les étudiants ainsi que quelques Koulouna, puisqu'on ne peut pas dire seulement les étudiants. Ce qui est la façon dont nous avons vu la maison communale attaquée, ce n'était pas seulement les étudiants. Ils étaient aussi associés par les gens de mauvaise volonté, comme nous avons toujours dit, des Koulouna. Et ça fait maintenant 4 mois que notre bâtiment communal pillé, calciné et endommagé. Et c'est comme ça qu'on avait ravi le tout. Avant qu'on puisse mettre le feu, on a d'abord récupéré tous ces biens qui se trouvaient dans le bâtiment. Exemple, je cite les ordinateurs, il y avait des imprimantes, il y avait des tables de lix, des armoires, un don systématique. Et au moment où je vous parle, il n'y a rien.
Donc nous sommes comme ça, et si vous regardez même à l'intérieur, vous verrez le belles étoiles. Donc vous allez voir, vous soulevez comme ça, vous voyez que là-bas, il n'y a même pas d'étoile. Hein? Tout en commençant par les bureaux du bourgmestre adjoint, état civil, ANER, DGM, même le bureau SIAT de la police de la commune de Ouangata. Tout pillé et calciné. Depuis lors, ce bâtiment, réfectionné à peine, est devenu hors usage. Pas d'archives, meubles et matériel informatique. Ni le gouvernement provincial de l'Équateur, encore moins le gouvernement central, ne se soucie de la réhabilitation de ces bâtiments. Et c'est là, malgré la mission du Sénat sur les lieux. 2 semaines après les drames, face à cette impasse, le bourgmestre de cette commune, Mika Longangu Isako, qui est en déplacement à Kinshasa, lance un cri d'alarme pour une intervention rapide en faveur de son entité. Dans un premier temps, nous avons instauré ce service minimum. Cela veut dire que nous avons demandé aux autres de rester à la maison, puisqu'il n'y a pas de place qu'on va quand même accueillir tous ces mondes-là. Il y a un service minimum que nous avons organisé. Et pendant ce temps, nous sommes en train de se battre comme de managers pour pouvoir ne fût-ce qu'avoir quelques chaises. Et je vous dis que chaque jour, nous sommes obligés de louer des chaises en plastique. C'est comme si nous organisons je ne sais pas quoi. Et c'est comme ça que nous avons dit, nous sommes assez. Et nous avons dit, nous sommes obligés de venir ici à Kinshasa, la raison même de notre séjour ici à Kinshasa, pour demander aux gens de bonne volonté, notre cri d'alarme, même auprès du chef de l'État, et tous ces mondes-là, les vrais Congolais, de venir en aide, puisque ça ne va pas. Il compte rencontrer les autorités de la place et autres partenaires pour une action caritative face à cette catastrophe. On va apprendre la rubrique à invité du journal. Je reçois sur ce plateau M. Mika Longangu Isako. Il est bourgmestre de la commune de Ouangata, dans la province de l'Équateur, ville de Mbandaka. M. Mika, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Oui, c'est depuis 4 mois déjà que la maison communale de Ouangata, que vous dirigez, a pris feu. Quelle a été la cause de cet incendie? Et puis, est-ce qu'il y avait des dégâts matériels qui ont été enregistrés? Merci beaucoup pour la question, madame. Je crois que, comme vous avez dit au sommaire là, c'est depuis 4 mois que la maison communale de Ouangata avait pris feu par un groupe des étudiants ainsi que quelques Koulouna, puisqu'on ne peut pas dire seulement les étudiants. Parce que la façon dont nous avons vu la maison communale attaquée, ce n'était pas seulement les étudiants. Ils étaient aussi associés par les gens de mauvaise volonté, comme nous avons toujours dit, des Koulouna. Et ça fait maintenant 4 mois que notre bâtiment communal pillé, calciné et endommagé. Et c'est comme ça qu'on avait ravi le tout. Avant qu'on puisse mettre le feu, on a d'abord récupéré tous ces biens qui se trouvaient dans le bâtiment. Exemple, je cite les ordinateurs, il y avait des imprimantes, il y avait des tables de luxe, des armoires, un don systématique. Et au moment où je vous parle, il n'y a rien. Donc nous sommes comme ça, et si vous regardez même à l'intérieur, vous verrez le belles étoiles. Donc vous allez voir, vous soulevez comme ça, vous voyez que là-bas, il n'y a même pas d'étoile. Hein? Tout en commençant par les bureaux du bourgmestre adjoint, état civil, ANER, DGM, même le bureau SIAT de la police de la commune de Ouangata. Tout pillé et calciné. Et avec tous ces dégâts, comment vous arrivez à organiser l'administration dans l'entretemps? Et au fait, vous administrez, comment ils font pour accéder aux différents services? Dans un premier temps, nous avons instauré ce service minimum. Cela veut dire que nous avons demandé aux autres de rester à la maison, puisqu'il n'y a pas de place qu'on va quand même accueillir tous ces mondes-là. Il y a un service minimum que nous avons organisé. Et pendant ce temps, nous sommes en train de se battre comme de managers pour pouvoir ne fût-ce qu'avoir quelques chaises. Et je vous dis que chaque jour, nous sommes obligés de louer des chaises en plastique. C'est comme si nous organisons je ne sais pas quoi. Et c'est comme ça que nous avons dit, nous sommes assez. Et nous avons dit, nous sommes obligés de venir ici à Kinshasa, la raison même de notre séjour ici à Kinshasa, pour demander aux gens de bonne volonté, notre cri d'alarme, même auprès du chef de l'État, et tous ces mondes-là, les vrais Congolais, de venir en aide, puisque ça ne va pas. 4 mois, c'est quand même beaucoup. Le gouvernement central, comment il a réagi juste après ces incidents? 10 jours après les incidents, nous avons reçu
la visite de quelques sénateurs. Ils étaient en mission de service en Mbandaka et nous avons profité à cette occasion pour présenter notre état de besoin, pour leur montrer comment nous sommes en train maintenant de souffrir. Et ils avaient dit de laisser un peu le temps pour eux de revenir à Kinshasa pour montrer aussi cet état de besoin acquis des droits. Et nous aurons peut-être la réponse d'ici là. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore réussi la suite de leur mission par rapport à notre demande. Et à quand la réhabilitation de ce bâtiment? La question revient aux gens de bonne volonté. Ce n'est pas à moi de préciser. Raison pour laquelle je suis ici. Je sais que Congo Bis est suivi partout à travers le monde, même le numéro 1 du pays, Maman Denise Nyakero, le sénateur, le ministre de l'aménagement du territoire, Guy Loano, qui ne cesse de fournir des efforts pour faire revêtir notre pays dans des difficultés, dans des moments pareils. Je sais que le ministre Guy Loano est toujours prêt pour nous aider. Mais quant à la réhabilitation, moi, je ne peux pas préciser ici, c'est demain ou après-demain. Raison pour laquelle je suis là. Je suis là et je sais que en suivant cette grande édition du journal, nous allons recevoir des coups de fil pour que les gens de bonne volonté viennent nous aider et pour que les choses redémarrent automatiquement après cet entretien. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser aux autorités qui nous suivent? Bon, je crois que je risque de me répéter puisque le message est juste que les gens de bonne volonté viennent nous aider. Car la commune de Ouangata, c'est la commune pilote, première commune de la ville de Mbandaka. Et c'est là même où on a enterré nos ancêtres de l'indépendance. Je crois qu'à date d'ici avril, pour les historiens, ils savent bien que c'est à partir de la commune de Ouangata, dans la ville de Mbandaka, que tout a commencé à l'époque des Belges. Et raison pour laquelle nous ne pouvons pas laisser cet bâtiment comme ça. Et bientôt là, le chef de l'État va venir en Mbandaka. Et nous sommes prêts pour accueillir le chef de l'État. Et il va nous trouver avec cet État. Voilà la question qu'on se pose, les Équatoriens et les habitants de la ville de Mbandaka. Mika Longangou, je vous remercie d'être passé sur le plateau de Congo Buzz Télévision. Je rappelle que vous êtes bourgmestre de la commune de Ouangata, dans la province de l'Équateur, ville de Mbandaka. C'est à moi de vous remercier, madame la journaliste. Okay. Merci. Et puis cette nouvelle, je le disais dans les titres, dégradation de la route de l'université dans la cité des anciens combattants, dans la commune d'Ingaliema. La population lance un SOS aux décideurs sur l'état de délabrement de cette route secondaire. Les habitants de cette partie de la capitale indiquent qu'une fois réhabilitée, cette route permettra, entre autres, de désengorger la route des Matadi et celle de Ngouma, débordée par des embouteillages monstres. C'est un reportage de Jemima Bolumbu. Il s'observe depuis quelques années déjà des embouteillages monstres dans le grand artère de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Une situation qui bouleverse les cours de la vie quotidienne de la population. Nous nous sommes rendus dans la commune d'Ingaliema, précisément à la cité des anciens combattants, pour s'imprégner de l'état de la grande rue de l'université. Une route secondaire qui peut désengorger la ville de Kinshasa, mais pourtant abandonnée par les autorités. D'après M. Fanfan Mention Tima, architecte, mais aussi résident de cette contrée, cette route secondaire est très importante, qui par sa largeur a la capacité de mettre fin aux embouteillages sur la route de Matadi et la route Ngouma, communément appelée avenue Ngouma. Nous sommes à la cité des anciens combattants, qui est notre quartier, l'avenue de l'université, qui est une pénétrante qui commence à partir de l'avenue de l'école et qui se termine vers Grand Malik. En fait, il donne deux sorties, une sortie vers Grand Malik et une autre sortie vers la station Barré. C'est une route très importante. C'est une route secondaire pénétrante ou de pénétration. Et cette route a l'avantage de désengorger la route de Matadi et la route de Ngouma. Il s'y est signalé qu'une équipe de la topographie de l'OVD était sur place afin de s'enquérir de la situation il y a quelques années. Mais à ces jours, rien n'a été fait.
alors que la route se détériore et rend difficile la circulation. D'où cet SOS de la population qui appelle le gouvernement provincial à réhabiliter ces tronçons en vue de mettre fin aux bouchons qui s'observent dans cette partie de la capitale. Ce journal est terminé, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, voici le rappel des titres. Ça fait débat dans le rue de Kinshasa, 24 heures après la tripartite de Luanda. Les avis des Congolais sont partagés. Pour les uns, le chef de l'État a obtenu gain de cause avec la feuille de route qui exige le départ immédiat du 1-23. Les autres, par contre, estiment que la RDC ne peut plus faire confiance au Rwanda. Entre-temps, Thomas Daquin, cadre de la société civile du Nord Kivu, parle de la réussite de la diplomatie congolaise. Et puis, les insurgés du 1-23 rejettent l'appel des désescalades lancé mercredi à Luanda par Félix Tshisekedi. Paul Kagame et Joao Lourenço, son porte-parole, Willy Ngoma, indique que le 1-23 n'est pas concerné par le cessez-le-feu décidé en Angola. Enfin, dégradation de la route de l'université dans la cité des anciens combattants dans la commune d'Engaliema. La population lance un SOS aux décideurs sur l'état de délabrement de cette route secondaire. Voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information sur les antennes de Congo Buzz Télévision. Passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir.